Je m'appelle Mélanie Mitchell, j'ai 34 ans, et 10 années de ma vie ont été consacrées à construire InnovatTech à partir de rien. Quand mon téléphone a vibré avec ce message de mon frère Kevin, j'ai senti mon estomac se nouer. Attends un appel de notre avocat. La société dans laquelle j'avais investi mon cœur, mon âme et chaque heure d'éveil, celle où j'avais offert à ma famille une part généreuse de capital tout en conservant 51% des parts, était en train de m'être volée sous le nez. Je suis resté figé devant ces mots glacials, ma confusion se transformant rapidement en une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai tapé un seul mot en retour, compris. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. Avant de vous raconter comment j'ai retourné la situation contre ma famille traîtresse, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous êtes prêt à voir la justice se faire point le chemin vers la création d'InnovatTech. Je n'avais rien de planifié. Diplômé en ingénierie, je suis sorti d'études en pleine pire récession depuis des décennies. Après 63 candidatures refusées et une multitude d'emails restés sans réponse, j'ai compris que personne ne m'offrirait l'opportunité dont j'avais besoin. Je devais la créer moi-même. Mon bureau, c'était le garage de mes parents, transformé avec une table pliante de chez Walmart et un ordinateur d'occasion. Mon capital de départ, $5 000 économisés lors des jobs d'été pendant mes études. Ces premiers jours se mêlent dans ma mémoire, dormir sur un matelas de camping à côté de mon bureau, prendre ma douche à la salle de sport pour gagner du temps, vivre de nouilles instantanées et de café. Coder 18 heures d'affilée était devenu ma routine normale. Quand je m'effondrais en fin de sommeil, je rêvais en langage informatique. Les 6 premiers mois ont été les plus durs. Pas de clients, pas de revenus, juste des économies qui fondaient et une dette de carte de crédit qui grossissait. Mes parents venaient jeter un œil au garage, le visage inquiet, suggérant doucement qu'il était peut-être temps de postuler à un vrai emploi. Je souriais et leur disais que j'étais sur le point d'avoir une percée. Parfois, je le croyais même. Cette percée est finalement arrivée avec notre premier produit, un logiciel simplifié pour la gestion des stocks des petites entreprises. Ce qui le rendait spécial, ce n'était pas seulement son interface conviviale, mais aussi son prix abordable. Alors que les grandes entreprises facturaient des milliers pour des systèmes complexes, j'avais créé quelque chose de simple que les petites entreprises pouvaient réellement se permettre. Quand nos 10 premiers clients ont signé, j'ai fêté ça avec mon premier repas digne de ce nom en des mois, un burger qui avait le goût de la victoire. Au fur et à mesure que le bouche à oreille se répandait et que notre clientèle grandissait, j'ai réalisé que je ne pouvais plus tout faire seul. Mon premier employé fut Jesse, un programmeur brillant rencontré lors d'un Meetup Tech. Puis Dana est arrivée, qui s'occupait du service client avec une chaleur que je n'arrivais pas à maîtriser. Alors que je codais 20 heures par jour, pour la première fois, je pouvais dormir plus de 4 heures sans que l'entreprise ne s'écroule. Quand nous avons atteint 100 clients, nous avons emménagé dans notre premier vrai bureau, un petit local au-dessus d'une pizzeria qui sentait perpétuellement le pepperoni, mais c'était à nous, avec une enseigne sur la porte et tout. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui mènerait finalement à ma chute, faire entrer la famille. Kevin, mon frère cadet, diplômé en commerce, semblait parfait pour gérer nos besoins financiers grandissants. Ma sœur Amanda, avec son expérience en marketing, pouvait aider à faire connaître nos produits. Et notre cousin Ryan, qui travaillait dans la vente depuis des années, pouvait développer notre base de clients plus rapidement que je ne pouvais le faire seul. Je leur ai accordé des parts généreuses, 10% chacun, tout en conservant ma part majoritaire de 51%. Les 19% restants étaient répartis entre les premiers employés et les investisseurs. C'est incroyable, Mel, m'avait dit Kevin en me serrant dans ses bras après avoir signé son contrat. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Nous allons en faire un héritage familial. Amanda avait promis la même chose. Ces paroles allaient revenir me hanter. Les années suivantes ont été un tourbillon de croissance. Notre logiciel pour petites entreprises s'est transformé en une suite complète de produits. Notre clientèle est passée de quelques centaines à plusieurs milliers. Le chiffre d'affaires a atteint 1 million, puis 5, puis 10 millions par an. Nous avons déménagé dans des bureaux de plus en plus grands, finissant par occuper 3 étages d'un immeuble en centre-ville, avec notre logo affiché fièrement à l'extérieur. À travers tout cela, j'ai gardé la même éthique de travail qui nous avait lancés. Alors que nous pouvions désormais nous permettre d'embaucher de vrais employés et que je n'avais plus besoin de dormir sur le sol du bureau, j'étais toujours la première arrivée et la dernière partie. Ma vie personnelle restait quasi inexistante, des mariages d'amis manqués à cause de lancements de produits, des rendez-vous amoureux espacés entre 2 gros projets, et le rêve lointain d'avoir des enfants. Brian est entré dans ma vie lors de notre 8e année d'activité. Un homme gentil et patient qui comprenait, d'une manière ou d'une autre, ma dévotion pour InnovatTech. Construis ton empire, me répétait-il, je serai là. Avec le recul, il voyait ce que je ne voyais pas,
ma famille profitant de ma concentration exclusive sur l'entreprise. Les premiers signes d'alerte étaient subtils. Kevin suggérait d'optimiser l'efficacité en restructurant des départements que je supervisais directement. Amanda mentionnait que certains clients me trouvaient un peu intense lors des réunions. Ryan se demandait à voix haute si mon profil technique ne limitait pas notre vision d'expansion. Peut-être devrais-tu te concentrer sur le développement produit et nous laisser gérer le côté business, proposait Kevin lors d'une réunion de direction. Tu as l'air fatigué, sœur. J'avais balayé ces remarques d'un revers de main, les attribuant aux douleurs normales d'une entreprise en pleine croissance rapide. Je leur faisais entièrement confiance. C'était la famille et... La famille ne trahissait pas, n'est-ce pas? Le dîner avec Trior Solutions aurait dû être une formalité. Ils étaient potentiellement notre plus gros client à ce jour, une chaîne nationale cherchant à revoir toute son infrastructure digitale. Après des mois de propositions et de démonstrations, ce dîner devait précéder la signature des contrats. Je suis arrivé en avance au restaurant, révisant les points de présentation avec notre équipe, quand Kevin est entré avec Amanda et Ryan, 15 minutes en retard. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ils discutaient clairement de quelque chose, interrompu à leur vue. Désolé pour le retard, a lancé Kevin avec un sourire décontracté, parlant d'une préparation de dernière minute. Durant tout le dîner, je présentais notre stratégie d'implémentation au cadre de Trirecord. Chaque fois que j'évoquais nos capacités techniques, Kevin intervenait, ce que ma sœur veut dire, c'est... Ou, pendant que Mélanie s'occupe du côté codage, notre équipe dirigeante a développé une approche plus complète. Au dessert, j'avais l'impression d'être invisible à ma propre réunion. Quand le PDG de Trirecord a demandé notre plan d'expansion sur 5 ans, Kevin a répondu sans même me regarder, nous visons des solutions au niveau entreprise. Le marché des petites entreprises, initialement ciblé par Mélanie, était un bon point de départ, mais nous avions dépassé cette vision, dépassé ma vision. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. C'était la première fois que j'entendais parler d'abandonner notre marché principal, ces mêmes clients qui avaient fait notre succès. Sur le chemin du retour au bureau, je l'ai confronté. Qu'est-ce que ça veut dire, dépasser notre marché des petites entreprises? Kevin a jeté un coup d'œil à Amanda sur la banquette arrière avant de répondre, ce n'est que du jargon commercial, Mel. Trior veut entendre qu'on pense en grand. C'est un changement fondamental à décider sans en discuter avec la PDG, ai-je répliqué. Tu étais tellement prise par le côté technique, a ajouté Amanda, on ne voulait pas t'embêter avec chaque petite discussion stratégique. Chaque petite discussion stratégique, comme changer complètement l'orientation de notre entreprise. Cette nuit-là, je suis restée tard au bureau, troublée par cet échange. En allant à la salle de pause pour prendre un café vers 21h, j'ai surpris la voix d'Amanda depuis la salle de conférence, la porte entrebâillée. Mélanie est brillante côté produit, mais elle devient un poids lors des réunions clients, disait-elle. Elle est trop attachée à la vision d'origine. Il nous faut quelqu'un de plus flexible à la tête. Le conseil d'administration s'inquiète aussi, a ajouté Ryan. Il se demande si un PDG plus expérimenté ne serait pas nécessaire pour passer au niveau supérieur. Je suis restée figée, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Le conseil discutait de me remplacer. Depuis quand ma famille tenait-elle des conversations privées avec notre conseil d'administration? Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué d'autres signes inquiétants, des invitations à des réunions importantes envoyées à la dernière minute, parfois. Même après que les réunions aient eu lieu. Désolé, c'était organisé à la dernière minute, me disait-il. L'excuse habituelle était la même, les décisions concernant les recrutements de postes de direction ou l'exploration de nouveaux marchés étaient présentées comme déjà actées, nécessitant seulement mon approbation formelle. Quand je protestais, je recevais des soupirs exaspérés et des remarques du genre « On en a parlé la semaine dernière, Mel, tu ne t'en souviens pas ». J'ai commencé à prendre des notes détaillées de ces situations, une habitude dictée par mon esprit pratique d'ingénieur, persuadé que cela pourrait servir un jour. Le gaslighting est devenu si flagrant que j'ai commencé à douter de ma propre mémoire et de mon jugement. Le stress a eu raison de moi, j'ai perdu 7 kilos en 2 mois, le sommeil m'échappait, les crises d'angoisse à 3 heures du matin devenaient ma nouvelle normalité. J'ai développé un tic à l'œil persistant que le maquillage ne pouvait cacher lors des appels vidéo. Je me surprenais à entrevoir une Mélanie creusée, tendue, l'ombre de la fondatrice confiante que j'avais été. Brian s'en est bien sûr rendu compte. Tu dois les confronter directement, m'a-t-il conseillé un soir alors que je picorais mon dîner, un autre repas pour lequel je n'avais pas d'appétit. C'est ta société, Mélanie, ne les laisse pas te faire douter de toi. Elle avait raison. Le lendemain matin, j'ai appelé Kevin dans mon bureau et fermé la porte. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, ai-je dit fermement. Il y a des réunions auxquelles je ne suis pas conviée, des décisions prises sans moi, et j'ai surpris des discussions sur mon remplacement en tant que co-dirigeante.
Le visage de Kevin a affiché la surprise, puis s'est rapidement recomposé. Tu es paranoïaque, Mel. La pression te monte à la tête. Ah, ne me fais pas de gaslighting, Kevin, je sais ce que j'ai entendu. Il a soupiré, s'étant penché en avant avec une expression préoccupée qui ne touchait pas ses yeux. On a tous remarqué que tu galérais ces derniers temps. L'entreprise est plus grande maintenant, plus complexe. Peut-être que tu as besoin d'une pause, un congé sabbatique pour te ressourcer. On peut gérer les choses pendant ton absence. Cette suggestion m'a glacé le sang. Une fois parti, même temporairement, je risquais de ne jamais pouvoir revenir. Des conversations similaires avec Amanda et Ryan ont donné lieu aux mêmes expressions concernées et aux mêmes suggestions de repos. Je me sentais piégé dans un thriller psychologique absurde où tout le monde me disait que je perdais la raison. Dans une dernière tentative pour réparer nos relations brisées, j'ai essayé de leur confier plus de responsabilités et de leur accorder plus de reconnaissance. J'ai publiquement attribué à Kevin des stratégies financières qui étaient en réalité mes idées. J'ai laissé Amanda prendre la tête des présentations clients. J'ai validé les propositions de Ryan sans la rigueur habituelle. Rien n'y a fait. Les réunions secrètes ont continué, les conversations chuchotées qui s'interrompaient à mon entrée, les regards en coin entre membres de ma famille. Quelque chose se tramait, et j'étais de plus en plus certaine que cela aboutirait à mon éviction. Mais comment ? Je possédais encore 51% de l'entreprise, ils ne pouvaient pas me forcer à partir sans mon consentement, n'est-ce pas ? Le voyage à San Francisco n'était pas censé se terminer plus tôt. J'y étais allé pour une conférence tech de 3 jours, prévoyant de réseauter avec des partenaires potentiels et d'analyser la concurrence. Mais après la 2e journée, une migraine si violente m'a cloué au lit que, malgré les médicaments, continuer devenait impossible. Sans prévenir personne, j'ai changé mon vol pour rentrer un jour plus tôt. Et elle était presque 20 heures quand mon Uber est arrivé devant le bâtiment d'Innovat. Je m'attendais à trouver le bureau presque vide, peut-être avec quelques développeurs travaillant tard comme d'habitude. J'ai donc été surprise de voir les lumières allumées dans notre salle de conférence principale, ainsi que plusieurs voitures familières encore garées, dont celle de Kevin, Amanda et Ryan. Curieuse, je suis entrée discrètement par la porte latérale en utilisant ma carte d'accès. En approchant de la salle de conférence, j'ai entendu la voix de Kevin, d'un ton inhabituellement animé. La documentation est solide. Nous avons enregistré chaque décision qui nous a coûté de l'argent ou des opportunités, mais elle possède toujours 51% des parts, disait Bernard West, un membre de notre conseil d'administration. Nous ne pouvons pas simplement la démettre sans son accord. C'est là que ça entre en jeu, répondit Ryan. Notre avocat a trouvé une clause dans les documents de création originaux. Si la majorité du conseil décide que la PDG agit contre les intérêts de la société, ils peuvent imposer une émission d'actions nouvelles qui diluerait sa part. Mon sang s'est glacé. Il ne parlait pas seulement de me remplacer en tant que PDG, il complotait pour me retirer le contrôle majoritaire de ma propre entreprise. Elle a perdu sa vision, ajouta Amanda. Innovat Tech l'a dépassée, elle traite encore l'entreprise comme une petite société alors que nous pourrions rivaliser avec les grands acteurs. Les ingénieurs la respectent, mais l'entreprise a besoin d'un leadership différent. Maintenant. Tu es sûr de ces problèmes de performance ? Demanda Diane Chambers, une autre membre du conseil dont je reconnaissais la voix. Nous avons tout documenté, répondit Kevin. Les fois où elle a manqué des réunions ou été mal préparée, les clients qui ont exprimé des inquiétudes à cause de son focus technique, les opportunités perdues parce qu'elle ne voulait pas pivoter assez vite. Tout est là. J'entendis le bruit de papier qui circulait. Ce que j'imaginais être leur dossier contre moi. 10 ans à tout donner pour cette entreprise, et ils constituaient un dossier pour me pousser dehors. Et les contestations juridiques ? D'Amanda Bernard. Elle ne partira pas sans se battre, c'est pour cela que nous avons fait appel à Patricia, répondit Ryan. Puis une voix nouvelle que je ne reconnus pas, sans doute leur avocate. Elle était spécialisée en restructuration d'entreprise et en transition complexe de direction. Nous avons plusieurs options, expliqua cette voix. La dilution des parts est une approche. Nous avons aussi identifié d'éventuelles violations du devoir fiduciaire que nous pourrions utiliser si besoin. Violation du devoir fiduciaire. Je n'avais toujours fait que mettre l'entreprise en premier, souvent à un coût personnel élevé. Et le calendrier ? Demanda Diane. Nous sommes prêts à agir maintenant, dit Kevin avec assurance. Le dossier est prêt, nous convoquerons une réunion d'urgence du conseil la semaine prochaine pour présenter notre cas et voter. Une fois la décision prise, nous informerons Mélanie. Lorsqu'elle pourra répondre légalement, ce sera déjà fait. Elle sera évidemment contrariée, ajouta Amanda, sa voix teintée d'une sympathie surjouée qui me nouait l'estomac. Mais nous lui offrirons un package de sorties généreux et un titre honorifique, fondatrice et conseillère technique, ou quelque chose du genre.
C'est elle qui a fondé cette entreprise, nota Bernard, visiblement mal à l'aise. Sommes-nous sûrs que c'est nécessaire? L'entreprise l'a dépassé, répéta fermement Kevin. Ce n'est pas personnel, c'est du business. Ce n'était pas personnel. C'était ma famille, complotant dans mon dos pour me voler mon entreprise. J'en avais assez entendu. Une part de moi voulait défoncer la porte et les confronter, voir leur visage lorsqu'ils réaliseraient qu'ils avaient été pris. Mais la partie stratégique de mon cerveau, celle qui avait bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars à partir de rien, me retenait. Le savoir est un pouvoir, et ils ne savaient pas que je le possédais. À la place, je me suis retiré silencieusement, suis revenu par la porte latérale et quitté le bâtiment. Une fois dans ma voiture, garée à un pâté de maison, j'ai enfin laissé couler mes larmes. 10 ans de travail, ma famille, mon entreprise, tout s'abattit sur du sable mouvant. Quand j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, j'ai pris la route. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais dans ma place de parking, mon téléphone a vibré. C'était un message de Kevin, attend un appel de notre avocat. Ils avaient donc avancé leur calendrier. Peut-être que quelqu'un m'avait vu au bâtiment, après tout. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que j'allais faire ensuite. Je me souviens à peine être entré dans mon appartement. Brian a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose n'allait vraiment pas. Je me suis effondré sur notre canapé, téléphone toujours serré dans ma main, et je lui ai tout raconté d'une voix creuse qui ne ressemblait pas à la mienne. Ils ne peuvent pas faire ça, a-t-il insisté en faisant les 100 pas dans notre salon. Tu as construit cette entreprise, tu en détiens la majorité des parts. Ils ont trouvé une faille. Je lui ai répondu, les mots de l'avocate résonnant dans ma tête, une clause sur la dilution des parts si le PDG agit contre les intérêts de l'entreprise. C'est ridicule, tu es l'intérêt même de l'entreprise. J'ai hoché la tête machinalement, mais mon esprit allait déjà plus loin. Le choc initial s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus froid et concentré. J'ai pris mon téléphone. Je dois appeler Rachel. Rachel Solomon E. Tate. Mon avocate personnelle depuis des années, gérant tout, de notre incorporation initiale à nos premiers gros contrats. Elle s'était un peu mise en retrait à mesure que nous grandissions et que notre équipe juridique interne se développait, une équipe qui, apparemment, répondait désormais à ma famille, pas à moi. Malgré qu'il soit presque 22 heures, Rachel a décroché dès la 3e sonnerie. Je l'ai mise en haut-parleur et j'ai expliqué la situation aussi froidement que possible. Cette petite ingrate de Rachel s'est arrêtée un instant. Laisse-moi réfléchir, ai-je presque entendu son esprit juridique analyser le problème. Dès demain matin, j'aurai besoin de tous les documents d'incorporation, des statuts, des procès-verbaux du conseil, de tout. Mais Mélanie, si tu détiens toujours 51% des parts, tu contrôles encore la société. Ils ne peuvent pas convoquer une réunion du conseil sans toi. Je lui ai parlé de cette clause sur la dilution des parts si le PDG agit contre les intérêts de l'entreprise. Oui, il existe parfois des clauses comme ça, mais elles sont difficiles à appliquer, surtout contre un fondateur. Quelles preuves ont-ils? Ils ont monté un dossier, réunion manquée, inquiétude de clients, opportunité ratée. Tout ça est fabriqué ou exagéré, j'en suis sûre. Et cette réunion d'urgence du conseil, c'est pour la semaine prochaine? C'était prévu, mais Kevin vient de m'envoyer un texto pour me dire d'attendre un appel de leur avocat. Ils accélèrent peut-être les choses. Alors, nous devons accélérer aussi, dit Rachel d'un ton ferme. Quel est ton objectif, Mélanie? Te battre pour rester ou partir avec ce que tu mérites? La question m'a frappé comme un coup physique. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas envisagé que rester ne soit pas une option. Innovate Tech était le fruit de ma vie, mon identité. Mais l'idée de continuer à travailler avec des membres de ma famille qui m'avaient trahi aussi profondément. Il faut que je réfléchisse, ai-je finalement dit. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence, Brian à mes côtés, sa main chaude dans la mienne. L'entreprise que j'avais construite à partir de rien allait m'être volée par ma propre famille. La trahison était si profonde qu'elle semblait physique, comme un couteau planté entre mes côtes. Que veux-tu faire? Murmura Brian. J'ai fermé les yeux, m'efforçant de penser stratégiquement plutôt qu'émotionnellement. Si je me battais, ce serait les publics prolongés. Même si je gagnais, l'entreprise serait endommagée, peut-être irrémédiablement. Et je devrais travailler aux côtés de personnes en qui je ne pourrais plus jamais avoir confiance. Je crois que je dois lâcher prise, ai-je dit enfin. Ces mots étaient douloureux à prononcer, mais au moins ce serait selon mes conditions. Pas les leurs. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. J'ai fait des recherches, pris des notes, élaboré un plan. À l'aube, porté par ma détermination et trop de café, j'avais ma réponse. Tekken avait été notre concurrent. Le plus proche pendant des années. Là où nous ciblions les petites et moyennes entreprises, eux s'adressaient aux grandes sociétés.
Nos suites logicielles étaient complémentaires, avec peu de chevauchements. Ils avaient déjà évoqué une fusion potentielle par le passé, que j'avais refusée, voulant garder Innovat Tech indépendante. Mais l'indépendance n'était plus une option. À 6 heures du matin, j'ai appelé Jonathan Grant, PDG de Technovat. Nous nous étions rencontrés à plusieurs événements professionnels au fil des ans et entretenions une relation professionnelle cordiale. Mélanie, dit-il, surpris, tout va bien? Il est tôt. Il faut que je te voie en privé aujourd'hui. C'est au sujet d'une opportunité d'acquisition. Il y eut un silence. Je t'écoute. Pas par téléphone. Peux-tu me rejoindre au Grand Hôtel à midi? Le bar y est calme et personne de mon secteur ne s'y rend habituellement. Un nouveau silence. Je serai là. J'ai passé la matinée à me préparer avec Rachel, qui est arrivée à mon appartement à 8 heures, un tas de documents juridiques sous le bras et une expression déterminée. Nous avons passé en revue tous les scénarios possibles. Chaque question que Jonathan pourrait poser, chaque contre-offre qu'il pourrait faire. Le bar du Grand Hôtel était presque vide à midi un mardi. J'ai repéré Jonathan immédiatement, grand, cheveux argentés, impeccable comme toujours. Ses sourcils se sont haussés en voyant Rachel à mes côtés, mais il nous a salués poliment. J'imagine que c'est sérieux si vous avez amené un conseil. Dit-il. Une fois installé dans un coin privé, j'ai dit sans préambule, je vends mes parts dans Innovat Tech. Les 51%. Oui. Je veux que Technovat les achète. À son crédit, Jonathan n'a pas montré de surprise, à part un léger écarquillage des yeux. Puis-je demander pourquoi? La dernière fois que nous avons discuté d'une fusion potentielle, tu étais très déterminée à rester indépendante. Les circonstances ont changé, ai-je simplement répondu. Es-tu intéressé ou non? Bien sûr que je suis intéressé, mais j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans l'entreprise que je devrais savoir? A interrompu Rachel avec aisance. Innovat Tech est financièrement solide, avec de fortes projections de croissance. C'est une décision personnelle de la part de Mélanie, répondis-je. Jonathan m'a longuement observé. Problèmes familiaux, a-t-il conclu. Je gardais une expression neutre. Les conditions incluaient le maintien de tout le personnel actuel, à l'exception de 3 cadres spécifiques qui recevraient des indemnités de départ appropriées. Ces détails seraient gérés par Tech. Innovate Appraisal Acquisition. La compréhension s'est inscrite sur son visage. Je vois. Nous avons passé l'heure suivante à négocier. Jonathan était rusé mais juste. À 14 heures, nous avions un accord préliminaire, 75 millions de dollars pour mes 51% de parts, avec des dispositions pour garder les employés clés. Et maintenir la marque Innovat Tech comme division de Tech Innovat. Les 3 membres de la famille seraient retirés de leur poste avec des indemnités généreuses mais raisonnables. Une condition cruciale, confidentialité absolue jusqu'à la finalisation de l'accord. Personne, ni ma famille, ni le conseil, ni même mes collègues les plus proches, ne devaient être informés avant que ce soit fait. Nous pouvons accélérer les choses, a dit Jonathan. Les papiers prêts pour demain matin, transfert des fonds à midi. Parfait, ai-je répondu, étrangement calme maintenant que la décision était prise. Merci, Jonathan. Il secoua légèrement la tête. Ne me remercie pas. C'est une excellente opportunité commerciale pour Tech Innovat. Je suis désolé que cela ait un tel coût personnel pour toi. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Allongé à côté de Brian, je passais en revue chaque détail des 10 dernières années, l'entreprise que j'avais construite à partir de rien, la famille en qui j'avais fait confiance et que j'y avais intégrée, la trahison, qui avait tout brisé au point de ne plus pouvoir réparer. Tu es sûr de ça? Demanda Brian doucement dans l'obscurité. Oui, répondis-je. Ils ne m'ont laissé aucun choix. Le lendemain matin à 7 heures, je rencontrai Jonathan et nos équipes juridiques respectives au cabinet de son avocat. La paperasse était abondante mais claire. À chaque signature, je sentais un morceau de ma vie d'avant s'éloigner. À 11h58, Jonathan reçut la confirmation de sa banque que les fonds avaient été transférés. Innovat Tech n'est plus à moi. Dit-il doucement. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement légère. Le communiqué de presse sera diffusé à 14h. Oui, mon équipe s'occupera de tout à partir de là. Je lui serrai la main, remerciai Rachel, puis sortis. Sous le soleil éclatant de midi. Pour la première fois en 10 ans, je n'avais aucun endroit où je devais être, aucune crise à résoudre, aucune entreprise à diriger. J'ai sorti mon téléphone et lu le texto de Kevin de la veille. Attends. Un appel de notre avocat. Après un instant de réflexion, j'envoyai un seul mot en retour. Compris. Puis je me rendis une dernière fois au bâtiment d'Innovat Tech. C'était l'heure du déjeuner et je savais, par habitude accumulée au fil des ans, que Kevin
Amanda et Ryan seraient au restaurant habituel, en train de comploter mon éviction autour de repas payés sur frais professionnels. L'ironie me fit presque sourire. J'utilisai une dernière fois ma carte d'accès, aller à mon bureau et emballer mes affaires personnelles dans une seule boîte, photos, trophées. La tasse à café que mon premier employé m'avait offerte des années auparavant. Et si peu à montrer pour tant de temps. En sortant, je saluai la réceptionniste. Bonne journée, Tara. Elle sourit, sans se douter que quoi que ce soit avait changé. Toi aussi, mademoiselle Mitchell. Je posai ma carte sur son bureau, je n'en aurais plus besoin. J'étais assise dans un petit café à 3 rue du bâtiment d'Innovat Tech quand mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité, pile à 14 heures, Breaking, Tech Innovat acquiert la majorité des parts d'Innovat Tech. Le communiqué de presse fut en ligne 3 minutes plus tard. Mon téléphone sonna. Le nom de Kevin s'afficha à l'écran. Je refusai l'appel. Il sonna de nouveau. Refus immédiat. Puis Amanda appela. Refus. Ryan appela. Refus. Les messages commencèrent à affluer. Kevin, qu'as-tu fait? Appelle-moi tout de suite. Amanda. Mélanie, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ryan, Théo. Ne peut pas nous faire ça, à nous, ta famille. L'ironie de ce dernier message me fit presque rire. J'ai mis mon téléphone en silencieux, fini mon café et me dirigeai vers l'hôtel où j'avais réservé une chambre pour la nuit. Je ne voulais pas être chez moi quand il finirait par venir. À mon arrivée dans la chambre d'hôtel, j'avais 17 appels manqués. À eu dîner, 25 messages vocaux remplissaient ma boîte de réception, leur tonalité passant du choc à la colère, puis aux supplications désespérées à mesure que la réalité de ce qui s'était passé s'imposait. Je commandai le service en chambre et écoutai enfin quelques-uns d'entre eux. Le premier message de Kevin vibrait d'une rage à peine contenue. Mais qu'est-ce que tu as fait, Mélanie? Tu as vendu tes parts sans même nous en parler. Rappelle-moi tout de suite. Amanda, déjà en larmes, suppliait. Comment as-tu pu faire ça? Nous sommes ta famille, s'il te plaît rappelle-moi pour qu'on puisse arranger ça. Ryan, tentant un ton raisonnable qui ne masquait pas sa panique. Mel, il y a eu un énorme malentendu, il faut qu'on parle immédiatement. Les messages suivants devenaient de plus en plus désespérés à mesure qu'il découvrait les détails de l'accord. Kevin encore, Tekken dit qu'on va être remplacé. Ils ne peuvent pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, j'ai un contrat. Amanda en sanglots, s'il te plaît Mélanie, j'ai un crédit immobilier, des paiements de voiture, j'ai besoin de ce travail. On peut arranger ça, je sais qu'on peut. Ryan, ayant perdu toute raison, toi, traître, tu vas le regretter. On est une famille, on ne fait pas ça à la famille. Cette dernière phrase me fit sursauter. On ne fait pas ça à la famille. Après ce qu'ils avaient prévu de me faire, vers 20 heures, mon téléphone s'illumina. D'un email de Jonathan, Mélanie, la transition se déroule comme prévu. Tes membres de famille ont été informés des changements organisationnels. Comme prévu, ils ne prennent pas bien la nouvelle. Ils ont menacé une action en justice, mais notre conseil me confirme que leurs positions sont sans fondement, compte tenu de la documentation claire du transfert des parts. J'ai chargé la sécurité de surveiller la situation. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Jonathan. À 21h17, la sécurité de mon immeuble m'appela. Mademoiselle Mitchell, ton frère et ta sœur sont là, ils insistent pour te voir. Ils ont l'air assez agités. Dois-je les faire monter? Non, répondis-je, je ne suis pas disponible. Merci de leur demander de partir, ou tu devras appeler la police. Bien compris, madame. Je pouvais imaginer la scène. Kevin, le visage rouge de colère, réclamant avec force, Amanda en larmes, tous deux insistant pour me parler immédiatement. Leur vieille tactique d'urgence familiale avait maintes fois fonctionné pendant notre enfance pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais pas cette fois. À l'approche de minuit, les appels commencèrent enfin à se calmer. Mon téléphone affichait le bilan final, 38 appels manqués, 27 messages vocaux, 52 textos. 10 ans à construire une entreprise partie en un jour, une vie de relations familiales brisée. Je devrais me sentir dévastée. Au lieu de cela, je ressentais une fatigue profonde et, sous cette lourdeur, les premiers frissons de soulagement. C'était fini. Il ne pouvait plus me faire de mal. Le lendemain matin apporta une avalanche d'articles dans la presse spécialisée à propos de l'acquisition. La plupart étaient des récits d'affaires classiques. Tech Innovat élargit sa part de marché avec une acquisition stratégique. Concurrents logiciels s'unissent dans un accord surprise. Quelques-uns laissaient entendre un drame. La fondatrice d'Innovat Tech vend sa part majoritaire, des cadres familiaux évincés. Jonathan appela en milieu de matinée. L'équipe de transition est en place. Tes membres de famille ont été escortés hors du bâtiment avec leurs effets personnels. La direction restante a été informée. Comment réagissent-ils? Demandai-je, surprise de m'en soucier encore. Choqué, mais il s'adapte. Ton CTO, Jessie,
m'a demandé de te dire qu'il comprend et de l'appeler quand tu seras prête. Cela provoqua la première vraie pointe de regret. Jessie était avec moi presque depuis le début. Je lui devais au moins une explication. Merci pour tout, Jonathan. C'est du business, répondit-il, reprenant froidement les mots de Kevin entendus lors de la réunion que j'avais. Surprise. Mais, pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Ils ne t'ont laissé aucun choix. Tout au long de la journée, les messages désespérés de ma famille continuaient, mais d'un rythme plus lent. Leur ton avait de nouveau changé, se focalisant maintenant sur des menaces légales. Kevin, notre avocat dit que nous pouvons contester cette vente. Tu avais un devoir fiduciaire d'informer le conseil avant de vendre tes parts. Amanda, les statuts de l'entreprise exigeait que tu offres tes parts aux actionnaires existants en priorité. Tu vas tout perdre quand ça ira en justice. Ryan, j'espère que tu as apprécié ta petite démonstration de pouvoir, parce que ça va te coûter cher. On dépose une requête en référé demain. J'ai transmis ces messages à Rachel qui a répondu rapidement, ce ne sont que des menaces vides. La vente est parfaitement légale. Il s'accroche à des broutilles. Le soir du deuxième jour, un nouveau type de message commença à arriver, de la part d'anciens collègues, clients, voire concurrents. Certains exprimaient leur surprise ou leur déception, mais beaucoup offraient soutien et compréhension. J'ai entendu la nouvelle, appelle-moi. Ces messages m'ont frappé bien plus fort que les menaces de ma famille. C'étaient les relations qui comptaient, celles construites sur le respect mutuel et des objectifs partagés, pas sur des liens de sang ou des obligations. Le troisième jour, j'ai reçu un dernier email de Jonathan. L'équipe juridique confirme que tous les recours de ta famille ont été rejetés. Leur contrat de travail a été formellement résilié avec les indemnités convenues. Les protocoles de sécurité restent en place, mais aucun incident supplémentaire n'a eu lieu. Lorsque tu seras prête à discuter de tes prochaines étapes, je serai ravie d'échanger avec toi. Ton expérience et ta vision seraient précieuses pour nous dans de nombreux domaines. C'était une offre généreuse, mais je savais déjà que je ne l'accepterais pas. Ce chapitre de ma vie était classe. Ce qui allait suivre serait entièrement nouveau. Après 3 jours de silence, j'ai finalement répondu au message de Jessie, je suis prête à parler. Café de Maine? Puis j'ai envoyé un message à ma famille, un message de groupe à Kevin, Amanda et Ryan, je vous retrouverai au Riverside Café demain à 14h. Venez seul. Ce n'est pas négociable. Il était temps de les affronter une dernière fois. Le Riverside Café était situé à un coin tranquille, donnant sur le parc, suffisamment éloigné des bureaux d'Innovatech pour éviter de croiser des employés. Je suis arrivé 30 minutes en avance, et choisi une table dans un coin au fond avec une vue claire sur l'entrée, et ai demandé aux responsables de tenir les autres clients à distance par précaution. J'avais prévu qu'un agent de sécurité de Jonathan s'installe discrètement au bar. Kevin arriva le premier, pile à 14h. Toujours ponctuel, c'était l'une de ses rares qualités admirables. Son apparence habituellement impeccable était visiblement négligée, chemise froissée, cernes sous les yeux, cheveux en bataille. Il me repéra immédiatement, son expression se durcissant en s'approchant. Mélanie, dit-il d'un ton raide en prenant place en face de moi. Amanda et Ryan arrivèrent ensemble quelques minutes plus tard. Les yeux d'Amanda étaient rouges et gonflés, son maquillage appliqué à la hâte. Ryan avait l'air en colère, pas abattu, sa mâchoire serrée. Une gêne silencieuse s'installa autour de la table. Je la laissai s'étirer, scrutant leur visage. Ces gens que je connaissais depuis toujours, en qui j'avais eu une confiance absolue, qui avait planifié de tout me prendre. Kevin craqua enfin. C'est toi qui as convoqué cette réunion? Que veux-tu? Je veux comprendre, répondis-je calmement. Je veux t'entendre expliquer, avec tes propres mots, pourquoi ma famille a décidé de me trahir. Te trahir? La voix dit Amanda Monta, faussement innocent. C'est toi qui as vendu la société à notre insu, sans un mot, sans aucun avertissement. Sans avertissement, répétai-je d'une voix posée, comme pour souligner, comme l'avertissement que vous auriez dû me donner avant de diluer mes parts et de me démettre de mon poste de PDG. Leurs expressions passèrent de la surprise à la culpabilité, vite masquée par la défiance. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, commença Kevin. Arrête, l'interrompis-je sèchement. J'étais là, Kevin, la semaine dernière, alors que je devais être à San Francisco. Je suis revenu plus tôt et j'ai tout entendu dans la salle de conférence. Chaque mot sur la documentation que vous étiez en train de constituer contre moi, chaque détail de votre plan pour utiliser cette clause dans les documents d'incorporation. Afin de diluer mes parts, chaque remarque sur le fait que l'entreprise m'avait dépassé et avait besoin d'un autre leadership. La couleur disparut de leur visage quand la réalité les frappa, j'avais tout su avant de passer à l'action. Tu as mal compris, tante Kevin. On discutait juste de contingences, d'options,
poursuivit-il point des options qui impliquaient de me voler mon entreprise. J'ai sorti mon téléphone et lu un enregistrement que j'avais fait, debout devant la porte de cette salle de conférence. Leur voix claire et accablante emplissait le coin tranquille du café. La documentation est solide. Nous avons enregistré chaque décision où ces choix nous ont coûté de l'argent ou des opportunités. Elle a perdu sa vision. Innovate Tech l'a dépassée. Nous convoquerons une réunion d'urgence du conseil la semaine prochaine, présenterons notre dossier et voterons. Une fois la décision prise, Mélanie, quand elle pourra répondre légalement, ce sera déjà fait. J'arrêtai l'enregistrement et regardai leur visage déconfit. Tu veux encore dire que j'ai mal compris? Amanda céda la première, les larmes coulant sur ses joues. On n'a jamais voulu te faire du mal, Mel. On pensait juste que l'entreprise devait évoluer. Tu étais tellement résistante au changement, tellement fixée sur ta vision originale. Ma vision originale, répliquai-je. J'ai bâti une entreprise de plusieurs millions à partir de rien. Ma vision originale vous a donné à tous les trois un emploi quand vous en aviez besoin, des parts quand vous ne les aviez pas mérités, et des opportunités que vous n'auriez jamais vues autrement. Ce n'était pas personnel, insista Ryan, répétant les mots de Kevin lors de la réunion. C'était du business. C'est devenu personnel au moment où ma famille a conspiré dans mon dos, dis-je froidement. Au moment où vous avez décidé que la loyauté ne valait rien face au contrôle. Et comment appellerais-tu ce que tu as fait? Demanda Kevin, retrouvant sa voix. Tu nous as vendu à notre plus grand concurrent, tu as empoché tes millions en t'assurant qu'on perdait tout. Je me suis protégé, le corrigeai-je. Quand j'ai découvert que vous planifiez de tout me prendre. Et tu n'as pas tout perdu, Kevin. Les indemnités de départ sont généreuses, 6 mois de salaire, assurance santé, lettre de recommandation élogieuse. Tu t'en sortiras, contrairement à ce que tu avais prévu pour moi, un titre honorifique. Sans vrai pouvoir, en regardant tout ce que j'ai construit être démantelé. Nous aurions pris soin de toi, protesta Amanda faiblement. Comme tu as pris soin de moi, en documentant chacune de mes erreurs, en tenant des réunions secrètes avec le conseil, en planifiant mon éviction comme un coup d'État en entreprise. Aucun denu de réponse à cela point. Je dois savoir pourquoi, dis-je après un moment, la voix plus douce maintenant. Était-ce juste la cupidité, le pouvoir, ou croyez-vous vraiment que je nuisais à l'entreprise? Kevin fixa la table, incapable de soutenir mon regard. Ça a commencé petit, des discussions sur comment on pourrait grandir plus vite si tu n'étais pas si prudente, combien on vaudrait si on se tournait vers des clients grands comptes. Il haussa les épaules, impuissant. Puis c'est devenu un plan, et une fois lancé, c'était excitant, admit Amanda en s'essuyant les larmes. On avait l'impression de reprendre le contrôle, de faire de grands mouvements. On s'est convaincu qu'on faisait ce qu'il y avait de mieux pour Innovate Tech, et pour nous-mêmes. Oui, murmurai-je, pour nous-mêmes aussi. Ryan, toujours pragmatique, se pencha en avant. Et maintenant, que va-t-il? Est-ce passer, Mel? Y a-t-il un moyen d'annuler tout ça, de trouver un terrain d'entente? Je secouai la tête. La vente est définitive. Tech Innovate détient désormais la majorité d'Innovate Tech. Vos postes ont été supprimés. Il n'y a rien à négocier. Et nos parts? Demanda Kevin. Les 10% chacun que nous possédons encore. Elles sont toujours à V. Elles valent actuellement environ 14 millions de dollars chacune, au prix d'acquisition. Tu n'es pas sans le sou, Kevin. Ses yeux s'agrandirent légèrement à ce chiffre. Même après tout ça, c'est l'argent qui comptait le plus pour lui point. Et toi, Amanda? Tu vas travailler pour Tekken maintenant? Non. J'ai fini avec Innovate Tech. Fini avec tout ça. Juste comme ça? 10 ans de ta vie et tu pars. Kevin avait l'air sincèrement confus. Tu ne m'as laissé aucun choix. Je me levai, rassemblant mon sac à main. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ne me contacte plus, ni pour une réconciliation, ni pour un conseil professionnel, ni pour rien. Autant que je sache, je n'ai plus de famille. Amanda Lysa échappait un sanglot faible, mais ne tenta pas de m'arrêter. Le visage de Kevin était dur, son orgueil l'empêchant de montrer le moindre remords. Ryan semblait calculateur, probablement déjà en train de planifier son prochain coup professionnel. En me retournant pour partir, Kevin cria après moi, « Ça en valait la peine, détruire ta famille pour ta vengeance. » Je fis une pause, les regardant une dernière fois. « Je n'ai rien détruit, Kevin. C'est toi qui l'as fait, quand tu as décidé qu'une entreprise valait plus que ta sœur. » Je pris une profonde inspiration. J'espère que l'argent te rendra heureux. Vraiment, parce que c'est tout ce qu'il te reste. Puis je sortis du café, sous le soleil éclatant de l'après-midi, me sentant plus légère à chaque pas. La vérité avait été dite, les liens avaient été coupés, et ce qui suivrait dépendrait entièrement de moi. Les retombées ont duré plusieurs semaines. Les blogs spécialisés ont relayé le drame avec des titres comme « Querelle familiale ».
mène à une acquisition surprise dans la tech, ou la fondatrice d'Innovat Tech déjoue un coup d'état familial. D'anciens employés ont donné des interviews anonymes, partageant rumeurs et spéculations. Pour un bref instant. J'étais au cœur d'un petit scandale dans l'industrie tech. Certains me peignaient comme une fondatrice impitoyable et calculatrice, qui avait vendu sa propre famille pour une belle somme. D'autres me voyaient comme la victime, la créatrice. Innovante évincée par des proches cupides. La vérité, comme toujours, se situait quelque part entre les deux. Ma famille tenta plusieurs fois de contester la vente devant la justice, mais comme Rachel l'avait prédit, aucune de leurs démarches. Le prix. La documentation était irréprochable, le transfert totalement légal. Au bout de quelques semaines, les poursuites furent discrètement abandonnées. J'appris par des contacts dans le milieu que Kevin avait décroché un poste de directeur financier dans une entreprise tech de taille moyenne, un cran en dessous d'Innovat Tech mais toujours prestigieux. Amanda faisait du conseil pour des agences marketing. Ryan avait lancé sa propre entreprise de formation commerciale, tirant parti de son expérience et de ses réseaux. Ils avaient survécu, comme je le savais. Les indemnités de départ, que j'avais exigées avec Jonathan, leur avaient laissé le temps de se relever. Les parts qu'ils détenaient encore leur assuraient une sécurité financière. Je ne cherchais pas à les détruire, seulement à me protéger. Quant à moi, j'ai complètement disparu de la scène tech. Pas d'interview, pas d'apparition en conférence, pas de mise à jour LinkedIn. J'avais besoin de temps et d'espace pour digérer ce qui s'était passé et comprendre ce qui allait suivre. Le premier mois après la vente d'Innovat Tech fut un brouillard de sommeil, de plats à emporter et de télévision insipide. Après 10 ans de journées de 18 heures et une pression constante, mon corps et mon esprit se sont simplement arrêtés, réclamant le repos que je leur avais refusé si longtemps. Brian fut mon ancrage durant cette période, gérant les affaires pratiques, m'encourageant doucement à manger, prendre des douches et parfois sortir. Il ne me pressait jamais de prendre des décisions ou de faire des projets, comprenant intuitivement que j'avais besoin de ce temps pour récupérer. Tu sauras quand tu seras prête à penser à la suite, me disait-il un soir, alors que nous étions sur notre balcon en regardant le coucher de soleil. Il n'y a pas d'urgence. Il avait raison, bien sûr. Les 75 millions de dollars sur mes comptes d'investissement signifiaient que je n'aurais jamais plus à travailler si je ne le voulais pas. La pression financière, compagne constante de ma vie d'adulte, avait disparu du jour au lendemain. Au cours du 2e mois, le brouillard commença à se dissiper. Je consultai une thérapeute, le Dr Winters, spécialiste de l'épuisement entrepreneurial et des ruptures familiales. Nos séances bi-hebdomadaires devinrent essentielles à mon processus de guérison. Ce que tu traverses est similaire à un deuil, m'expliqua-t-elle lors d'une séance. Tu as perdu ton entreprise, ton identité professionnelle et tes liens familiaux, tout en même temps. Il est naturel de ressentir un éloignement. Mais c'est moi qui ai choisi ça, fis-je remarquer. J'ai vendu l'entreprise, coupé les liens avec ma famille. Un choix fait sous contrainte reste traumatisant, répondit-elle. Doucement. Et choisir de te protéger ne signifie pas que tu ne pleures pas ce que tu as perdu. Ces paroles débloquèrent quelque chose en moi. Je retenais mon deuil, un sentiment que je ne le méritais pas, puisque j'avais orchestré ma propre sortie. Une fois que je me suis autorisée à pleurer pour l'entreprise que j'avais aimée, les relations familiales que j'avais chéries, l'identité que j'avais bâtie, la guérison put commencer sincèrement. J'ai recommencé à contacter des amis que j'avais négligés durant les années Innovat Tech, café avec des camarades de fac, dîner avec des voisins que je connaissais à peine malgré des années de cohabitation dans le même immeuble, longues conversations téléphoniques avec ma tante âgée en Arizona, la sœur de ma mère, qui n'était pas mêlée au drame. Familial. J'ai toujours trouvé que tes frères et sœurs étaient un peu trop imbus d'eux-mêmes. Commenta ma tante Linda d'un ton sec quand je lui racontai enfin ce qui s'était passé. Ta mère aurait été horrifiée par leur comportement. Mes parents étaient décédés des années auparavant, mon père avant la fondation d'Innovat Tech, ma mère juste au moment où elle commençait à réussir. Je me demandais souvent si les choses auraient été différentes s'ils avaient vécu. Leur présence aurait-elle empêché la trahison de mes frères et sœurs, ou auraient-ils eux aussi été séduits par l'attrait du pouvoir et du contrôle, pendant des mois après la vente? J'ai reçu un email inattendu de Jessie, mon ancien CTO, déjeuner la semaine prochaine? Pas d'ordre du jour, juste envie de voir ta tête. Je promets de ne pas te demander où tu as disparu du monde tech, sauf si tu veux en parler. Je me surpris à accepter immédiatement. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot, loin du quartier tech. Les premières minutes furent maladroites, aucun de nous ne sachant vraiment comment gérer cette nouvelle dynamique, mais bientôt nous retrouvâmes le rythme facile que nous avions toujours eu. Alors, comment ça se passe, travailler pour Tech Innovat? Finis-je par demander. Jessie réfléchit un instant. C'est différent, plus corporate, plus de process, mais ils ont gardé la plupart de l'équipe d'ingénierie intacte et nous ont donné de bonnes ressources.
Il marqua une pause. Ce n'est pas toi, Mel. Personne ne pourrait être toi. Mais ce n'est pas mauvais. Je hochai la tête, soulagé. Je m'étais inquiété pour les équipes que j'avais laissées derrière moi. Et toi? Demanda-t-il. Aucun regret d'avoir vendu. Non, c'était la bonne décision compte tenu des circonstances. Je fis tournoyer des pattes. Otter de ma fourchette, rassemblant mes pensées. Je regrette juste que ça en soit arrivé là. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Mais surtout, je regrette d'avoir perdu 10 ans pour une entreprise qui est devenue plus importante pour moi que tout le reste. Jessie hocha la tête, compréhensif. Alors, quel est le prochain projet de la brillante Mélanie Mitchell? La question ne déclencha pas l'anxiété habituelle. Au contraire, je sentis un léger frisson d'excitation. Je ne sais pas encore, mais j'ai commencé à avoir des idées. Ces idées se sont précisées au fil des semaines. J'ai commencé à faire des recherches, prendre des notes, avoir des conversations exploratoires avec des gens de différents secteurs. Un schéma est apparu, une nouvelle orientation qui combinait mes compétences techniques avec les leçons apprises lors de la montée et la chute d'InnovateTech. 6 mois après la vente de l'entreprise, j'ai lancé une petite société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs dans le secteur tech. Pas pour apprendre à coder ou à créer des produits, il existait déjà beaucoup de ressources pour ça, mais pour savoir comment se protéger légalement, concilier croissance et durabilité, et garder le contrôle de leurs entreprises. À travers les différentes étapes de financement. J'ai volontairement gardé cette activité à taille humaine, juste moi, une assistante, et un réseau de spécialistes de confiance à faire intervenir au besoin. Pas de membres de la famille, pas de conseil d'administration, pas d'investisseurs externes. Ce travail était gratifiant d'une manière qu'InnovateTech n'avait pas été depuis des années, moins centré sur les chiffres de croissance. Plus sur l'aide réelle à éviter les pièges que j'avais rencontrés. Parallèlement à ce conseil, j'ai utilisé une partie des revenus d'InnovateTech pour fonder un incubateur tech dédié aux startups féminines, appelé Groundfloor Ventures. Il offrait non seulement du financement, mais aussi du mentorat, un accompagnement juridique et une communauté solidaire. Les candidatures affluèrent immédiatement, confirmant ce que je soupçonnais depuis longtemps, il y avait des femmes brillantes avec des idées transformatrices, qui avaient simplement besoin que quelqu'un croie en elles et leur montre le chemin. Brian me fit une proposition à notre 3e anniversaire. 6 mois après la vente d'Innovate, un moment simple et privé sur ce même balcon où il m'avait assuré qu'il n'y avait aucune urgence à décider de la suite. Je t'ai vu te reconstruire ces derniers mois, dit-il, serrant ma main. Plus forte, plus sage, mais toujours aussi brillante et déterminée. Je veux construire une vie avec cette femme-là. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie avec des amis proches et ma tante Linda, remarquablement absente, sans aucun des frères et sœurs Mitchell. Pour notre lune de miel, nous avons voyagé 2 mois durant, visitant des endroits que j'avais toujours été trop occupée pour voir. Les ruelles anciennes de Rome, les montagnes embrumées de Nouvelle-Zélande, les marchés animés de Marrakech. Un monde au-delà des objectifs trimestriels et des lancements produits. C'est pendant ce voyage que je reçus un email inattendu d'Amanda, au sujet simple, quand tu seras prête. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité, ou peut-être un reste de lien, m'a poussé à l'ouvrir. Mel, je ne m'attends pas à un pardon, ni même à une réponse. Je dois juste te dire que je suis désolée. Pas pour les conséquences que j'encours, elles sont méritées. Mais pour t'avoir trahi, pour avoir laissé la cupidité et l'ambition prendre le pas sur la loyauté et l'amour, pour avoir oublié que tu nous avais donné des opportunités que nous n'avions pas méritées, et une confiance que nous ne méritions pas. Je consulte une thérapeute maintenant, j'aurais probablement dû le faire il y a des années. Elle m'aide à comprendre la jalousie. J'ai toujours ressenti envers toi ton intelligence, ta vision, ta force. Je pense que je voulais prendre ton entreprise parce que je ne pourrais jamais être toi. Si un jour tu veux bien prendre un café, j'en serais reconnaissante. Sinon, je comprends, avec regret et amour. Amanda. Je l'ai lu 3 fois, laissant ces mots s'installer dans les blessures en moi. Sans les guérir, cela aurait demandé bien plus qu'un email, mais en les reconnaissant d'une manière importante. Je le montrai à Brian au dîner ce soir-là. Tu vas répondre? Demanda-t-il. Pas encore, répondis-je. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je n'ai pas eu de nouvelles de Kevin ni de Ryan. Peut-être que leur orgueil les empêchait de tendre la main, peut-être qu'ils n'avaient pas ressenti le même remords qu'Amanda, ou peut-être qu'ils comprenaient simplement que certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent plus. 1 an après la vente d'Innovate Tech, j'appris que la société peinait sous la direction de Tech Innovate. Jonathan avait été remplacé comme PDG après une restructuration. La nouvelle équipe avait trop insisté sur les clients grands comptes, éloignant la clientèle des petites entreprises que j'avais cultivées avec soin. Plusieurs membres clés de l'équipe d'ingénierie, dont Jessie, étaient partis.
Ressenti un mélange complexe d'émotions, tristesse pour les employés pris dans la tourmente, satisfaction que ma vision dépassée avait été plus viable que ce que ma famille prétendait, et un étonnant détachement personnel. InnovatTech n'était plus mon entreprise, ce n'était plus mon problème. J'avais bâti quelque chose de neuf. Groundfloor Venture avait financé 12 startups la première année, dont 8 montraient une forte croissance précoce. Mon activité de conseil affichait une liste d'attente. Brian et moi évoquions l'idée de fonder une famille, quelque chose que j'avais toujours repoussé, en attendant que InnovatTech soit stable. 2 ans jour pour jour après avoir vendu mon entreprise, j'acceptais enfin de rencontrer Amanda pour un café. Nous choisîmes un lieu neutre, un petit café dans un quartier que nous ne fréquentions pas habituellement. Elle paraissait plus vieille, plus posée, mais ses yeux avaient une clarté nouvelle. Merci d'être venu, dit-elle simplement. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Avouez-je. Nous parlâmes près de 2 heures, de son parcours thérapeutique, de mes nouvelles activités, des leçons que nous avions toutes les deux apprises. Nous ne parlâmes ni de réconciliation ni de reconstruire notre relation, certaines blessures sont trop profondes pour guérir facilement. Mais nous parlâmes honnêtement, sans manipulation ni arrière-pensée, qui avait empoisonné nos dernières années chez InnovatTech. Alors que nous nous préparions à partir, elle demanda: penses-tu que tu parleras encore un jour à Kevin ou Ryan? Je réfléchis soigneusement. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais ils devront comprendre ce qu'ils ont fait de mal avant, pas juste regretter les conséquences. Elle acquiesça. Ils sont encore en colère, ils te rejettent toujours pour tout. C'est leur choix, dis-je sans émotion particulière. Nous faisons tous des choix et vivons avec leurs conséquences. En quittant ce café, je ressentis une forme de clôture que je n'avais pas anticipée. Pas un pardon exact, mais une reconnaissance que ce qui s'était passé appartenait désormais au passé. Mon présent et mon futur m'appartenaient. Façonné par mes choix et non par mes réactions à la trahison. L'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien m'avait été enlevée par ceux en qui j'avais le plus confiance. Mais en la perdant, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux. La connaissance de soi, la vraie indépendance, et la sagesse pour construire une vie que personne ne pourrait me voler. Et si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale, j'espère que mon histoire vous donnera de la force. Parfois, le plus grand succès vient après nos échecs les plus douloureux. Parfois, il faut perdre ce que l'on croyait être tout pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois, la famille que nous choisissons se révèle plus loyale que celle dans laquelle nous sommes nés. Avez-vous déjà dû renoncer à quelque chose que vous aviez bâti ou aimé parce que rester vous aurait coûté trop cher? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses combats. Rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que les autres essaient de vous prendre, mais à ce que vous choisissez de construire malgré tout. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.